RDC est une et indivisible. Que la population de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social. À la télévision, vous participez, vous êtes l'invité des journaux télévisés dans quelques grandes chaînes de la capitale. On a comme l'impression que vous préparez quelque chose de grand là. Absolument pas. Je voudrais d'abord vous dire que ça me fait 32 ans d'UDPS. J'ai gravi tous les échelons. Peut-être au niveau de Kinshasa, on ne me découvrait pas encore suffisamment parce que je suis ancien président fédéral de l'UDPS. Où c'est Sud Kivu. Sud Kivu. Au Sud Kivu. Donc je suis ancien membre du comité national de l'UDPS, ici à Kinshasa. Donc là, ça fait 32 ans que vous êtes à l'UDPS, vous étiez tout jeune. J'ai commencé très jeune. Aussitôt j'avais 18 ans, et je suis engagé dans la lutte jusqu'à ce jour. Mais à mon niveau, j'avais une planification stratégique. Comme secrétaire général adjoint du parti, notamment originaire de la zone Est, j'étais tout le temps en itinérance. J'ai fait la Chopo, j'ai fait l'Ituri, j'ai fait les Nord Kivu, Sud Kivu, j'ai fait Haut-Ouélé, Bas-Ouélé, voilà, j'étais en train de travailler de ce côté-là. Et le moment de Kinshasa, pour l'opinion de Kinshasa, n'était pas encore venu. Enfin, c'est arrivé, nous sommes là. Justement, comme quoi à l'UDPS, il n'y a pas seulement que de Kassaïens, il y a une vraie représentativité nationale. Voilà, je vais planter les décors rapidement. Nous allons parler de 3 thématiques: sécurité, détournement dans le Kasaï, ainsi que la dernière thématique qui pourrait venir avant le Kasaï. Justement, on parlera d'élections avec le processus d'enrôlement des électeurs. Je commence avec vous, Blanchard Mongomba. Vous n'êtes pas présenté, connu ici à Kinshasa et même dans le reste des provinces. L'attentat de Kasindi, c'est notre tout premier sujet. C'est une autre tuerie qui endeuille la capitale. Votre parti politique a réagi récemment. Je vais citer l'une des phrases répétées par votre porte-parole. Vous dites: toutes les mesures prises par le régime Tshisekedi contre cette guerre d'agression ont montré leurs limites. C'est cela? Merci pour la question, cher Gaëtan. Une fois de plus, merci de l'invitation. Je commencerai premièrement par faire une mise au point. Parce qu'il y a 2-3 jours, dans les réseaux sociaux, il y a des messages qui circulent comme quoi Adolphe Muzito aurait déclaré M. Félix Tshisekedi comme meilleur président de la République et que pour ça, il n'y a plus de doute pour sa réélection en 2023. Il n'a jamais dit ça. Je dénonce cette machination parce que nous savons d'où ça vient, nous savons le commanditaire de ces genres de messages et nous leur disons que ce n'est pas ça faire la politique. La politique, c'est répondre aux questions, aux desiderata de la population, surtout que nous sommes pendant une année électorale. Les leaders politiques et leurs officines doivent se concentrer, doivent se mettre autour du travail pour pondre, pour produire leur offre politique, le projet qu'ils vont défendre devant le peuple et non chercher à créer des faux sujets, créer de débats, de polémiques autour de la personne d'Adolphe Muzito. Si bien que en cherchant à les noyer, ils ont fait sa publicité parce qu'aujourd'hui, le commun des mortels ont retenu qu'aujourd'hui, pour essayer de mesurer la capacité de gestion, mesurer la manière de gérer d'un leader ou d'un président, il faut passer par la voix d'Adolphe Muzito, savoir ce que dit Adolphe Muzito. Ça, nous saluons et nous leur disons que c'est mieux. Les académies que vous organisez là. Exactement. Donc les universités populaires, les tribunes d'Adolphe Muzito et d'ailleurs notre parti politique, nos prises de position montrent que nous sommes ces partis qui s'emploient à travailler pour l'avancement de la République. Donc nous demandons à ces gens de continuer à faire ce genre de publicité et ça ne fait venons-en à votre réaction. Alors, est-ce que face à une telle tuerie, on doit se mettre à incriminer un tel, une autre personne, alors que nous savons que la question du terrorisme est une question internationale, même les Américains, les Russes n'ont pas encore trouvé une solution définitive. Je présente mes sincères condoléances aux compatriotes de la partie est de notre pays et particulièrement ceux de Kasindi par rapport à cet attentat. Mais je dirais qu'ici, il ne s'agit pas d'incriminer tel ou tel autre camp ou telle autre personnalité. Il s'agit de
de scruter la situation, d'analyser la situation. Nous, au niveau du Nouvel Élan, nous étions parmi ceux qui avaient fustigé la manière d'instaurer l'état de siège dans la partie est de notre pays, puisque nous disions à cette époque que ce n'était pas un mécanisme aussi efficace qui allait produire des résultats de manière à pacifier, de manière à apaiser la situation dans la partie est de notre pays. Malheureusement, ça n'a pas été le cas, la situation où l'état de siège a continué. On a vu par après le balai diplomatique, comme on a appelé ça, finalement ça a débouché par l'accord de Luanda et ça a mené aux forces de l'EAC pour occuper une bonne partie de notre pays. C'est vrai, on ne veut pas de plus en plus parler de cette zone tampon, mais nous considérons qu'il existe une zone tampon puisqu'il y a une partie du territoire national occupée par ces forces de l'EAC qui ne peut pas être, en tout cas, occupée par nos compatriotes. Nous disons que toutes ces mesures n'ont pas produit les résultats. La preuve, elle est là, l'attentat des Kassindi. Ce n'est pas une première. Il y en a d'autres qui ont précédé, mais ce qui vient d'arriver récemment, nous considérons que c'est un attentat de plus qui doit justement nous interpeller. Et ici, lorsque nous nous interpellons, nous commençons par voir ce qui avait été fait avant que cet attentat arrive, de manière à essayer de voir l'efficacité. Dans le bilan de Tshisekedi. Ben, que voulez-vous? Parce qu'aujourd'hui, le régime est piloté par M. Antoine Félix Tshilombo. C'est lui qui est à la tête. Si, aujourd'hui, parce que en tant que chef de l'État, il a pour mission, entre autres, de préserver la vie de nos compatriotes, de préserver l'intégrité territoriale de notre pays, de sécuriser nos frontières par le mécanisme de forces armées et tant d'autres, puisque c'est ce que dit la Constitution. Mais lorsque nous, au niveau du Nouvel Élan, nous disons qu'au lieu de passer les temps avec des accords de Luanda, avec de négociations avec Paul Kagame, si bien qu'on a vu que messieurs le Fortina a été mis de côté, c'est vrai, mais malheureusement, nous constatons qu'il existait justement ce genre de combine. Mais nous disons qu'au lieu d'aller dans ce genre de pratiques, autant mieux c'est concentrer à nos FRDC, mettre le moyen à leur disposition, puisque aujourd'hui, le budget, il faut le dire que ça a augmenté par rapport à ce qu'a été, et nous disons qu'en plus de ces budgets, il y a cette mesure d'embargo, je dirais mieux, d'autorisation. Le régime d'autorisation a été levé, mis de côté. Pourquoi ne pas équiper nos FRDC? Nous avions même, au niveau de notre parti politique, parlé d'une construction d'un mur de séparation entre nous et le Rwanda, de manière à nous permettre justement de contrôler notre espace. Vous pensez que ça marchera ici? Je reviens vers vous pour la suite de votre réaction. Je prends rapidement Monsieur Deo Bizibou. L'attentat de Kassindi, ce n'est plus 10 morts. Les bilans a été revu à la hausse. On parle de 14 morts aujourd'hui, plus de 60 blessés, 63 précisément. Le gouvernement avait réagi aussitôt. Le chef de l'État, dans la soirée, lui aussi a réagi. Mais l'UDPS, en tant que parti, on a comme l'impression que le parti ne réagit pas quand on est en face de telles situations. Un communiqué, par exemple, on n'a pas encore vu, malheureusement. Permettez-moi d'abord de m'incliner devant la mémoire de nos compatriotes qui nous ont quittés. Malheureusement, des jours où nous célébrons aussi les héros, la mémoire d'autres héros nationaux. Mais je ne voudrais pas qu'au cours de cette émission ici, nous puissions faire comme si nous étions en train de faire de l'amalgame. L'amalgame, c'est lorsque mon co-débatteur confond groupes armés et que nous connaissons, des groupes armés dont Félix Antoine Tshisekedi a hérité. Et lorsque les différents accords avaient été signés sous l'ancien régime, M. Adolphe Muzito était Premier ministre. Tout ce que Tshisekedi fait gérer aujourd'hui, une bonne partie, a été géré par M. Adolphe Muzito qui était Premier ministre. Notamment. Les différents accords, brassage et consorts, la conférence de Goma, avec M. Labé Malou Malou à l'époque, c'était la coalition, en tout cas PPRD de l'époque, et Palou, où M. Adolphe Muzito avait eu à jouer sa partition. Je suis très heureux que mon co-débatteur reconnaisse que le budget a suffisamment monté. Le budget de l'armée aujourd'hui
est en train de faire presque la moitié du budget que M. Mouzi nous avait laissé. Parce que l'armée aujourd'hui, c'est 1,650 milliard. Et l'armée a les moyens aujourd'hui. Il est vrai que M. Déo, on ne peut pas faire l'économie du passé, c'est vrai. Nous prenons ce passé-là. Nous sommes dans une année électorale. L'amalgame par rapport aux groupes armés. Oui. Ici, il s'agit, vous l'avez précisé d'ailleurs, le terrorisme, il a l'envergure internationale. Moi, nous parlons ici, au Mali, il y a une cinquantaine de femmes qui ont été enlevées avant-hier. 80 aujourd'hui. Oui. Au Burkina Faso, quand vous regardez, nous avons affaire à des terroristes qui ont fait allégeance à l'État islamique. Daesh, oui. On le sait, Daesh. Mais, et ça, c'est pas seulement ici au Congo, vous l'avez dit. Cet attentat qui intervient, c'est-à-dire que nous sommes engagés dans cette lutte internationale contre le terrorisme, ce n'est pas seulement le Congo. Bien entendu, j'aurais souhaité que nous parlions des groupes armés où nous savons d'où ça vient, ainsi de suite, mais nous pensons que le chef de l'État et son gouvernement font le travail nécessaire pour venir à bout de tous ces groupes armés-là. La réaction du parti, alors? La réaction du parti. Le secrétaire général, peut-être vous n'avez pas encore lu, il y a un communiqué qui est sorti hier. Ok. Alors, donc de ce côté-là, le gouvernement fait son travail. Je pense qu'on va arriver au moment où on fera allusion à la force de l'œil, ainsi de suite. Mais en tout cas, on travaille. Mais on a comme l'impression que l'UDPS ne mobilise pas suffisamment, que ce soit ses militants, les combattants, la population, quand il s'agit de la question de l'Est, que quand il s'agit, par exemple, quand le chef de l'État subit des invectives, je dirais des insultes des personnes, là on voit quelques motards se mobiliser, mais pour des questions cruciales comme la question de la souveraineté nationale, l'UDPS ferme la bouche pratiquement. Comment l'UDPS ferme la bouche, M. Gaëtan? Qu'est-ce que l'UDPS a fait depuis que nous connaissons il n'y a pas longtemps, le secrétaire général était à Lubumbashi. Oui. Il était dans la Chopo, à Kisangani. Et dans son message, et nous le faisons tous les jours, c'est de gonfler les rangs de nos troupes. Nos jeunes, nous en avons nombreux qui sont dans les FARDC aujourd'hui. Ils sont très nombreux. Et pourquoi on le fait? Et puis, il faut faire attention. Tout ne se dit pas publiquement quand on fait allusion à la sécurité du pays, à l'armée. Et les stratégies, on les dévoile au grand jour. Mais la mobilisation, ça se remarque. Mais en tout cas, je vous dis, si nous avons aujourd'hui des milliers de jeunes dans l'armée, l'UDPS a sa part. Ils sont nombreux de nos jeunes qui sont déjà partis s'enrôler dans l'armée. Dans l'armée. C'est l'apport de l'UDPS dans la lutte contre l'insécurité. Absolument. L'enrôlement de ces combattants. Blanchard Mongomba, vous reconnaissez-vous avoir fait un certain amalgame dans votre discours? Il semble que Adolphe Mouzito aussi devrait être justement concerné dans ce bilan que nous connaissons aussi. Cette armée qui est fragile, Adolphe Mouzito a contribué à sa fragilité. Non, d'abord, je commencerai par dire qu'il n'y a pas d'amalgame parce que je m'attendais à quelque chose de flagrant lorsque mon co-débatteur prenait la parole quand il a parlé d'amalgame. Mais quand il parle de groupes armés et du terrorisme, moi je constate que toutes ces questions, il s'agit de la sécurité ou de l'insécurité de notre pays. Que ce soit les groupes armés, que ce soit les terroristes, tout ça, ça fait partie de ce qui doit être mis dans le sac de ce que nous devons considérer comme la sécurité de notre pays, ce qui fait que nous devons prendre les mesures idoines, les mesures en tout cas consistantes pour ne pas justement donner l'occasion à ce que ces genres de pratiques ou ces genres d'actes arrivent sur le sol congolais. Il est vrai que les terrorismes par moments nous surprend. Ce ne sont pas de pratiques montées, préparées telles que le font les forces négatives, les groupes armés, mais tout ça, c'est question de montrer d'abord les mécanismes mis en place pour éviter ces genres d'attentats. Ça veut dire qu'en d'autres termes, vous reconnaissez que c'est une situation qu'on ne doit pas prendre à la légère? Bien évidemment, ça ne doit pas être pris à la légère. Et ici, nous considérons que la manière dont les choses se font au niveau du régime, c'est comme si on ne prend pas vraiment très au sérieux. Parce que lorsqu'on cite, c'est vrai, je ne peux pas imputer ça directement à nos compatriotes, mais je suis en train de réfléchir à haute voix. On nous dit, on a trouvé parmi les suspects, il y a des Kenyans, il y a tous ces mondes-là. Mais ces Kenyans,
Nous devons reconnaître que parmi les forces de l'EAC, nous avons notamment les Kenyans. Est-ce que, je ne dis pas que c'est ça, mais je réfléchis à haute voix, est-ce qu'ils ne sont pas venus par ces mouvements de forces de l'EAC qui sont arrivés pour, entre guillemets, sécuriser la RDC? Ça, c'est un questionnement, je ne dis pas, mais je voulus. Mon co-débatteur a dit que Adolphe Muzito a joué sa partition. Il est vrai que Adolphe Muzito a été Premier ministre lorsque le PALU signait l'accord de coalition entre l'MP et son parti politique, mais Adolphe Muzito n'a pas un acte où il a signé nommément en tant que Adolphe Muzito pour appuyer ou soutenir ce que nous décrions aujourd'hui. Chacun de nous, même la Bible dit que chacun de nous sera jugé selon ses œuvres. Mais j'ai voulu, si vous permettez, avec une question, vous allez combiner les deux pour répondre directement. Vous dédouanez Adolphe Muzito. Est-ce que vous pouvez avoir le courage, comme Moïse Katumbi, de dire qu'une fois au pouvoir, vous rétablirez totalement la paix? Si oui, comment? Alors répondez à toutes ces questions rapidement. D'abord, je rebondis encore à quelque chose que mon co-débatteur a dit. Il a salué le fait que mon parti politique et moi-même ici sur le plateau, j'ai reconnu l'augmentation du budget. Exactement, ça, nous n'avons pas de honte pour le reconnaître, cher Gaëtan. Vous savez que pour parler du budget, et parler du budget en termes de milliards, il fallait attendre dans ces pays qu'Adolphe Muzito arrive à la gestion du pays comme Premier ministre. Parce que lorsqu'Adolphe Muzito arrive aux affaires, il trouve un budget de 850 millions de dollars. On parlait du budget en termes de millions de dollars. Et ici, il faut reconnaître que lorsque Adolphe Muzito quitte, pendant sa gestion d'abord, il a, en tout cas, il s'est battu pour multiplier ce budget de 850 millions par 4 pour nous laisser finalement un budget de 3 milliards 600 millions. Ça, mon co-débatteur devrait commencer par reconnaître qu'il a laissé quand même un tissu acceptable qui a permis à ce qu'aujourd'hui ils avancent. Parce que si je parle d'Adolphe Muzito, ce n'est pas parce que je suis de son parti politique. Regardez ce que Matata Ponyo a fait. Oui. Parce que ici, quand je parle d'Adolphe Muzito, je vois le gouvernement Muzito. Mais regardez le gouvernement Matata Ponyo. Là où Adolphe Muzito multiplie les budgets par 4 pour nous laisser 3 milliards 600 millions, Matata Ponyo, dans 5 ans, il augmente de 30%. Et c'est là où nos compatriotes devraient commencer par reconnaître pour, en tout cas, saluer ce qu'Adolphe Muzito a fait. Mais au moins, on sait que Matata Ponyo a reçu les éloges des institutions de Bretton Woods, notamment le FMI, etc. Il ne suffit pas d'avoir ou de se faire, de saluer sa gestion par des institutions de Bretton Woods, mais il faut nous montrer, nous démontrer par des indicateurs. Aujourd'hui, vous pouvez aller à l'INS, Institut National des Statistiques, vous pouvez aller à la Banque Centrale. Les chiffres que je vous donne ici sont des chiffres vrais et vérifiables. Adolphe Muzito a multiplié le budget par 4. Matata Ponyo, là où Muzito a multiplié par 4, il a laissé le budget il a augmenté de 30%. Mais nos amis, il faut dire qu'ils ont apporter quelque chose avec le concours de notre peuple, puisque finalement le peuple a acquis cette maturité et le peuple a compris que sur le plan de la fiscalité, puisque le système de notre impôt est déclaratif. Vous êtes en train de reconnaître que l'UDPS ou le parti au pouvoir a quand même serré le coulage de recettes, c'est ça? C'est qui a contribué à l'augmentation du budget. Il faut faire une différenciation. Ici, je parle d'abord de ces budgets. C'est-à-dire qu'il y a eu, sur le plan de chiffres, une augmentation. Et ça, nous devons dire qu'il y a des éléments extérieurs au gouvernement, parce qu'il ne s'agit pas de l'effort du gouvernement, mais il s'agit de l'effort de l'État, parce que le peuple a payé son impôt, comme le système est déclaratif, le peuple a déclaré. Ce qui fait que nous, au niveau du Nouvel Élan, nous ne nous limitons pas à ces niveaux-là. Nous disons qu'effectivement, le budget, aujourd'hui, on parle en termes de ressources propres de 11 milliards de dollars, mais sur le plan du panier de la ménagère, on ne sait pas sentir ça. Sur le plan de la vie quotidienne, notre peuple continue à souffrir. Quelle est cette différence, quel est cet écart qui fait que nous ne puissions pas ressentir cette augmentation? Et c'est là où nous nous disons que, quel que soit le fait que nos amis au niveau du gouvernement ont finalement suivi, c'est que Adolphe Muzito avait dit dans sa tribune qu'il fallait augmenter le budget de l'armée à 1 milliard de dollars. Ça, nous saluons pour avoir suivi cela. Mais nous avions ajouté un élément de plus, qu'il ne faut pas rester distrait, parce que très souvent, quand on augmente un tel budget, si vous regardez dans la reddition de comptes,
on n'exécute pas ces budgets. Réellement, il y a de détournements par-ci, par-là. Ce qui fait que nous continuons à suivre de près parce qu'il s'agit de l'argent de la République. Et notamment aussi le fait que la présidence soit budgétivore aussi, ça a été soulevé par Délice Sanga. Monsieur Deobizi Bou, Blanchard Mongomba a dit que vous ne prenez pas très au sérieux la situation sécuritaire dans l'Est. On va prendre un tweet de Nathalie Yamb, une panafricaniste, je vais les citer, ça sera affiché là devant l'écran. Elle dit « Les pannes d'électricité perturbent l'économie et les citoyens sud-africains. Cyril Ramaphosa a annulé sa venue à Davos et un attentat meurtrier endeuille la RDC à Kassindi. » On va voir le tweet, Jocelyn. Félix Tshisekedi va à Davos. Comment dire que vous avez pris très au sérieux la situation dans l'Est alors qu'il y a attentat et Tshisekedi, lui, n'est même pas resté au pays? Permettez-moi d'abord de constater que mon co-débatteur reconnaît qu'il y a l'implication du peuple avec l'UDPS au pouvoir, ce qui fait qu'on arrive à ce niveau de mobilisation des recettes. Pourtant, tout ce temps-là, ce peuple avait existé à l'époque de Mozito. Ce peuple avait toujours existé. Je constate que maintenant, avec l'UDPS, ce peuple se mobilise. Voilà la grande différence. La confiance que le peuple fait à l'UDPS. Et par rapport vous aviez eu à poser la question au tout début là sur l'attentat. Quand je parlais d'amalgame, c'est parce qu'on est parti de l'attentat vers l'insécurité générale. Mais votre question a été précise sur l'attentat. Et par rapport au déplacement du chef de l'État, le tweet, je le vois, vous savez, l'importance du déplacement du chef de l'État. D'abord, lorsque le chef de l'État, l'attentat a eu lieu, je pense, le dimanche. Justement. Le chef venait de quitter. Il a quitté le même dimanche, je me souviens bien, il a quitté le même dimanche après avoir tweeté, voilà, il a quitté. Donc, lorsque le chef se déplace, il a aussi des objectifs d'ordre diplomatique qui sont très importants. Et notamment pour mettre fin à cette guerre, ici au Congo. Vous savez, lorsque le chef de l'État a commencé quand il avait commencé à se déplacer, on en parlait, il voyage beaucoup. Mais lorsqu'on a maintenant des retombées que mon co-débatteur reconnaît, si aujourd'hui, il a reconnu à des mimos. Si aujourd'hui on ne parle plus du régime de notification, c'est grâce à cette diplomatie du chef de l'État. Si aujourd'hui, parce qu'on parle aussi de l'insécurité, est-ce que vous savez que si aujourd'hui l'homme 23 et le Rwanda ne prennent plus les villes une à une comme auparavant, c'était en 2 semaines, en 1 mois, Bukavu, Goma, Uvira tombaient. Tout laisse tomber à ce moment-là. Tel n'est plus le cas aujourd'hui. On assiste aujourd'hui aux alliés de Kagame qui sont en train de lui dire clairement que non, qui sont en train de le dénoncer. On n'était jamais arrivé à ce niveau-là. À cette mobilisation internationale contre le Rwanda et Paul Kagame. On n'avait jamais atteint ce niveau-là. Et là, c'est grâce à la diplomatie du chef de l'État. Lorsqu'il se déplace, malheureusement, cet attentat-là, on le regrette. Daesh est une réalité, aussi bien au Congo, je disais au Mali, au Burkina Faso et dans plusieurs pays. Mais le chef de l'État fait effectivement le travail diplomatique pour être à mesure de mettre fin à la situation là. Donc pour vous, c'est normal que le chef de l'État voyage comme ça, alors que Cyril Ramaphosa, c'était une affaire d'électricité simplement. On l'a vu reporter ce voyage pour Davos au Forum économique. Monsieur Gaëtan, les pays n'ont pas les mêmes réalités. L'Afrique du Sud et la RDC n'ont pas les mêmes réalités. Je vous disais que pour mettre fin à cette guerre ici, les chefs de l'État, ça demande une guerre qui a commencé depuis 1997. Pratiquement depuis 1996, depuis que l'AFDEL est venu. Et c'est comme ça qu'on a failli même effleurer ça hier. Et quand on parlait des commémorations, on devrait commémorer qui et qui on ne devait pas commémorer. Et n'oublions pas que ce qui est dénoncé aujourd'hui, c'est dont le Congo souffre aujourd'hui. Il y a des personnes qui sont à la base de ça. N'oublions pas que l'AFDEL, qui nous a amené tout ceci, qui était venu avec, nous savons que c'est l'ancien président, Moselle Laurent Kabila. Ensuite, M. Joseph Kabange qui était venu dans ses valises, et nous savons tout ça. Mais quand on est au pouvoir, tout ça, on endosse, on cherche des solutions. Alors avant de changer de thématique, je voudrais bien savoir
sous quel signe comprendre le remaniement que le chef de l'État vient de procéder dans son cabinet. On a vu, c'était un gros cabinet, on a réduit le nombre de personnes, alors que nous sommes pendant la période électorale. Comment comprendre ce changement durant cette période? Le chef avait déjà annoncé qu'il allait revoir son cabinet et qu'il allait réduire le nombre. Ça veut dire que Tshisekedi est mal entouré, c'est ça? On ne dit pas qu'il est mal entouré. Le chef apprécie les personnes qu'il met autour de lui. Et il apprécie le travail de tout un chacun, je dirais au quotidien. C'est comme l'entraîneur d'une équipe, ok? Il estime que le numéro 10 devrait être au numéro 7. Il modifie tactiquement l'équipe. Il sait qui doit se reposer, qui ne doit pas se reposer. C'est ça. Donc il a estimé que l'équipe doit être réduite. Il y a certains qui ne sont pas repris. Voilà l'équipe. Il y a un analyste politique qui dit que le chef de l'État a procédé à ce remaniement justement pour changer cette perception du trop-plein des Kassaïens autour de lui. Je pense que cette question de Kassaïens et consorts, c'est un faux débat. Nous devons y aller en termes de méritocratie. Et d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, on a mis dans la tête des gens que l'UDP c'était les Kassaïens. D'ailleurs, dans votre salle de maquillage tout à l'heure là, oui. Lorsque Madame Bombo s'occupait de moi, elle m'a parlé en Chiluba. Elle pensait que vous répondiez. J'ai répondu et j'ai posé la question. Mais et pourquoi vous avez pensé que je suis Kassaïen? Non, je sais que quand vous portez les Mouniérés, vous êtes de l'UDP. J'ai dit, Madame, je suis natif du Sud Kivu. L'UDP, c'est tout le monde qui est là-bas. Donc, il n'y a pas de trop-plein. Nous constatons tout simplement que malheureusement, nous avons une réalité politique pour tous les pays, les pays du tiers-monde. Généralement, un parti politique qui y vont massivement, c'est généralement les natifs du coin du fondateur. Et ça, c'est une réalité. Quand vous regardez le Palou, quand vous regardez, mais vous allez vous rendre compte que il y a beaucoup de cadres et de membres venant du coin du chef, qui d'ailleurs, ça c'est une réalité que nous avons dans les pays du tiers-monde. Voilà, nous allons maintenant changer de thématique. Je sais bien que Blanchard Mongomba, avant de répondre à l'autre question sur les élections, va rebondir d'abord sur cette affaire de l'attentat de Kassindi. Nous prenons maintenant l'actualité autour des élections. Vous savez tous, l'opération d'enregistrement et d'identification des électeurs a commencé depuis le mois de décembre dernier. À ce jour, plusieurs griefs ont été montés ou formulés contre cette opération. Il y a la Mouka qui a sorti toute une liste pour notamment décrier le fait que le lancement n'était pas bien effectué justement. Alors, Blanchard Mongomba, quelle est la position de votre parti? Quel crédit donnez-vous à tout ce processus électoral au regard même de ce qui se passe avec l'opération d'enrôlement des électeurs? Vous pensez qu'il y aura une très bonne issue? Aurons-nous des élections à la fin de l'année? Vous me permettrez justement de rebondir par rapport à ce que j'ai entendu de mon co-débatteur. Il a parlé des retombées de voyage de messieurs Antoine Tshilombo. Moi je dis que le régime des notifications, moi je note que ça n'a pas été, ce n'était pas une initiative de la RDC, moins encore de messieurs Félix Tshilombo. C'était l'initiative de la France. Et la France, comme un État, a ses intérêts. Il sait pourquoi il a soutenu justement cette démarche au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc c'est peut-être pas le lobbying avec Tshisekedi. On aurait aimé que ces lobbies soient accompagnés d'un acte de la République démocratique du Congo pour montrer qu'effectivement le Congo est dans cette démarche-là pour faire changer les choses. Mais malheureusement, on n'a pas vu un acte concret que la RDC a posé pour amener la France justement à aller dans une telle initiative. Il a parlé des M23, mais les M23 continuent à maintenir leur position. On a vu l'accord de Luanda avait demandé à ce que le M23 recule, qu'il quitte les zones qu'ils occupaient avant cet accord. Mais les M23 continuent à être là. Pas avant l'attentat de ce dimanche, il y a un jour avant, les M23 ont tué. Donc ils continuent encore à faire du mal à notre pays. Je ne vois pas les retombées dont fait allusion ici mon co-débatteur. Il a parlé aussi de l'implication. Lorsque je parlais du BJD, il note que effectivement, maintenant avec la venue du régime IDPS, il y a l'implication du peuple. Non, le peuple a commencé à s'impliquer depuis, puisque je démontrais ici, malheureusement, qu'il n'a pas salué ce qu'Adolphe Muzito a fait. Je sais qu'il va finir par saluer
envoyer avant la fin de cette émission, parce que Adolphe Muzito a trouvé un budget et il l'a multiplié par 4. Ça, il faut le reconnaître, que le peuple a accompagné justement la technocratie, la technicité qu'Adolphe Muzito avait apportée. Et mais aujourd'hui, moi je suis curieux, au lieu d'aller peut-être dans le côté superficiel, je suis curieux de savoir, lorsque ces budgets, puisque le budget 2023 parle justement de ces 11 milliards de dollars en ressources propres, les ressources extérieures, généralement, ça ne vient pas, les partenaires n'apportent pas leur contribution. Je sais que ce sera difficile pour nos amis de mobiliser ces ressources extérieures. Mais ma curiosité se trouve au niveau de ce que l'IDPS comme parti politique apporte en termes de vision, en termes de programme dans ses budgets pour son exécution. Quel est l'apport, quelle est la vision? Il y a beaucoup de visions, beaucoup de projets. Tu les jaloux, tout ça, ce sont des slogans, ce sont des slogans, mais on aurait aimé que l'IDPS, comme parti phare de ces régimes, puisque étant un corps intermédiaire entre ceux qui gouvernent, parce que les ministres qui sont là ne sont pas tous de l'IDPS. L'IDPS a envoyé ces ministres là-bas, mais les gouvernements et le gouvernement de la République, en principe, l'IDPS comme corps intermédiaire est censé corriger, frapper, sanctionner ceux qui gouvernent entre le gouvernant et le peuple qui est constitué des maraîchers, des enseignants, tous ces mondes-là, l'IDPS comme corps intermédiaire, quelle est sa position par rapport à tous ces secteurs-là? Je suis curieux de savoir ça et pour justement voir quelle est l'orientation que l'IDPS donne à ses budgets. Les élections, mais parlons des élections. Oui. Moi, je crois que votre question trouve déjà sa réponse à ce que j'ai entendu pendant que je venais à cette émission dans ma voiture. La prise de position, effectivement, de M. Denis Kadima. M. Denis Kadima lui-même a dit que la CENI navigue à vue. Il a dit, il a démontré qu'ils auraient dû commencer par un bureau pilote, des centres pilotes pour tester les machines, la technicité de ce qu'ils font aujourd'hui. Mais malheureusement, ils n'ont pas eu le temps de faire tout ça. Et aujourd'hui, il a dit haut et fort que la CENI navigue à vue. D'ailleurs, je tweetais pour dire, pour saluer le courage et la véracité dans le propos. La franchise de Denis Kadima. Exactement. Donc on peut comprendre que c'est de l'amateurisme, comme l'a dit. C'est de l'amateurisme. Parce que là, moi, je me pose la question maintenant sur l'expertise dont nos amis, surtout de l'IDPS, en tout cas vanté sur la personne de M. Kadima, lorsque lui-même, alors qu'il est censé être expert, il reconnaît qu'ils ont fait de faux pas et aujourd'hui, en pleine opération d'enrôlement, ils sont en train de naviguer à vue. Ça résume tout ce que je pouvais dire. Donc, M. Kadima nous a démontré que ce que nous rencontrons sur le terrain, puisque moi je me suis fait enrôler, mon parti politique a mobilisé, continue à mobiliser les électeurs, les Congolais, d'aller massivement s'enrôler parce que l'objectif pour nous, la finalité, c'est d'avoir les élections dans le délai constitutionnel. Nous ne pouvons même pas accorder une seule seconde pour que nous puissions aller à un quelconque glissement. Voilà pourquoi nous mobilisons pour l'enrôlement. Mais malheur est de constater qu'en face de nous, nous avons une CENI qui démontre justement son incapacité. Nous avions dénoncé ces calendriers de M. Kadima. Lorsqu'il parlait des 30 jours. En tant que parti politique, quand la CENI n'est plus certaine de ce qu'elle est en train de faire, notamment avec l'opération d'enregistrement des électeurs, est-ce que ça veut dire que le spectre du dialogue doit être ressuscité? Est-ce qu'on ça doit déboucher à un dialogue pour retrouver un autre consensus? Ou on peut marcher comme ça, clopin-complant, jusqu'à la fin de l'année? Alors, nous disons que Monsieur Denis Kadima, c'est vrai, je suivis sa communication et c'était une communication de quelque chose comme 40 secondes, 45 secondes. Il doit communiquer sérieusement au peuple et nous dire quelles sont les conséquences de ses propos, de sa communication. Parce que ici, cher Gaëtan, oui, nous devons dire que Denis Kadima ne doit pas chercher à souffler le chaud et le froid pour préserver ou jouer les jeux de ceux qui nous gouvernent aujourd'hui. Parce que nous savons que déjà dès les débuts, lorsque nous disions qu'il fallait aller par un processus il fallait revoir la loi électorale, nous avions parlé de la loi électorale, la loi organique portant. Nos amis ne voulaient pas nous entendre de cette oreille-là. Nous avions crié haut et fort qu'il fallait aller aux réformes parce qu'on voyait les dangers venir. Nos amis ne voulaient pas écouter. Ils ont vanté Kadima, l'expertise, la capacité. Mais regardez, aujourd'hui, lui-même, la personne tant vantée,
fait marche en arrière pour dire que non, nous naviguons à vue. Je crois que tout ça, ça montre qu'il y a un sérieux problème. Mais dans tout ça, dans ces sérieux problèmes, nous disons que au mois de décembre, oui, nous devons avoir les élections. Pas de nous glissement. devons avoir, pas question de glissement. C'est nouvel et anti-glissement. Exact. Mais pour dialogue quand même au moins. Non. Non, mais quand nous parlons du dialogue, moi je crois que nous devons être francs. Oui. Le dialogue n'est pas un péché, n'est pas mauvais. Mais quel genre de dialogue? Parce qu'au Congo, on a tendance à prendre, lorsqu'on parle de dialogue, c'est synonyme de partager le pouvoir. Nous, au Nouvel Élan, nous disons qu'il n'est pas question de partager les pouvoirs avec qui que ce soit. Aujourd'hui, s'il faut dialoguer en politique, ce que nous faisons ici, nous sommes en train de dialoguer. Il est possible que nous puissions dire que, effectivement, Monsieur Kadima, nous saluons sa sincérité. Merci. Il y a des choses à corriger. Voilà comment ça doit être corrigé. Voilà. Ça aussi, c'est un dialogue. Nous pouvons le faire. Voilà pourquoi je dis que Monsieur Kadima doit faire une communication beaucoup plus élaborée pour nous dire quelles sont ses contraintes, quelles sont les difficultés, pourquoi est-ce qu'ils naviguent à vue, pourquoi est-ce qu'ils avaient amorcé de manière précipitée, sans prendre toutes les précautions, et nous allons voir comment l'encadrer de manière à ce que nous puissions respecter les délais constitutionnels. Mais s'il ne fait pas ça, eh bien le peuple sera devant ses responsabilités. Déobi Zibou, est-ce que quand Denis Kadima dit que la CENI navigue à vue parce qu'elle n'a pas eu le temps suffisant de pouvoir inspecter toutes ces machines, alors que l'on sait que l'enrôlement des électeurs se fait, on a des millions d'électeurs déjà enregistrés. Est-ce que c'est suffisant pour tout remettre en question, pour remettre même, que ce soit l'expertise de lui-même, Denis Kadima, et même tout le travail de la CENI? Permettez-moi d'abord de réagir par rapport à ce que mon co-débatteur a dit. D'abord, je trouve curieux que mon co-débatteur dise que M. Adolphe Muzito n'a pris aucun acte par rapport au mixage, brassage et consorts. C'est inconcevable qu'un Premier ministre envoie son ministre de la Défense, de l'Intérieur, signer les accords et dire qu'il n'a pris aucun acte. Mais avait-il dénoncé? Okay. Avait-il récusé? Non. Oui, je me souviens bien qu'il s'était plaint du fait qu'il y avait un gouvernement parallèle à l'époque. S'il vous plaît, mais qui était le Premier ministre? Mais c'est lui. On ne peut pas se dédouaner. D'un côté, il dit, Monsieur Muzito n'a signé aucun acte. Et de l'autre, il dit, non, les finances, il avait trouvé le pays à 850 millions. Il a remonté, il n'était pas ministre, il était Premier ministre. Donc, vous reconnaissez qu'il a agi, du côté finance, passant de 850 millions à 3 milliards. Il n'était pas ministre des Finances, il était Premier ministre. Et de l'autre, vous ne reconnaissez pas qu'il a fait signer brassage, mixage et consort. Ah non, vous reconnaissez les tout. Et c'était le cas. Et je voulais dire aussi que c'est que le pays engrange aujourd'hui comme résultat sur le plan diplomatique, c'est bien Félix-Antoine Tshisekedi. Pourquoi Félix-Antoine Tshisekedi? Le plan qui avait été mis sur pied par le Rwanda et consorts n'a pas abouti. Pourquoi? Parce que Félix-Antoine Tshisekedi a fait un travail de détricotage, entre guillemets, des infiltrations. Une armée infiltrée depuis 1996-97 par l'AFDEL, avec un chef d'état-major général rwandais, James Kabarebe. L'affaire a continué sous Muzito. Ça s'est même aggravé avec mixage, brassage et consorts. Mais Félix-Antoine Tshisekedi, accès de pouvoir, il procède par un travail de fond et qui continue aujourd'hui. Je ne voudrais pas rappeler ici que cette armée était préparée pour faire un coup d'État contre Félix-Antoine Tshisekedi. Je ne rappellerai pas ici que M. Kabange, en quittant le pouvoir, il n'avait pas déroulé un tapis rouge à Félix-Antoine Tshisekedi. Il avait prévu, bel et bien prévu, que la majorité qu'il avait à l'Assemblée nationale devait porter accusation contre Félix-Antoine Tshisekedi devant la Cour constitutionnelle. Vous savez comment ça avait échoué cette question-là. Vous savez comment Félix-Antoine Tshisekedi a démonté tous ces pièges jusqu'à ce jour. À quel prix aujourd'hui? Bon, ce sont vos propos à vous, vous ne saurez pas les prouver malheureusement. Mais vous n'avez pas... M. Gaëtan, qui n'a pas vu l'ancien président du Sénat chercher à convoquer la Chambre basse et le Sénat en congrès? Vous vous rappelez? C'était de bonne guerre en tant qu'institution indépendante. Aujourd'hui, on a à peine à distinguer l'institution Parlement ainsi qu'institution Président de la République, tellement que les deux se synchronisent. Je vous ai dit que jadis, les villes tombaient une à une. Et le Rwanda avait prévu prendre en quelques semaines tout l'est du Congo. C'est quand il n'y arrive pas, c'est quand Félix-Antoine Tshisekedi
arrête. Qu'ils se rendent compte, ah bon, là, il a un problème. Maintenant, nous parlons ici, nous avons presque 20 000 hommes qui sont en train de former. 20 000 hommes. Vous savez qu'on n'avait plus jamais vu l'aviation militaire dans ce pays ici. On n'avait plus vu ça. On revoit encore l'aviation militaire sur les champs de bataille. Et c'est tout ça qui fait voir, attention, alors, le Congo... Nous sommes en train de chuter déjà. J'arrive. On va dire un mot sur les élections maintenant. Par rapport aux élections. Oui, ça veut dire, est-ce que vous avez porté, vous, un amateur à la tête d'une institution constitutionnelle comme la CENI? D'abord, je vais vous dire clairement que le régime Félix-Antoine Tshisekedi est différent de l'ancien régime, où on trouvait un régime en train de défendre la CENI. Non. Elle s'appelle Commission électorale nationale indépendante, qui est composée tripartitairement. Vous avez la majorité, l'opposition, la société civile conformément à la loi. Chacun doit faire son travail. Au même moment où la CENI est censée nous rendre compte à nous tous, nous comme UDPS, comme parti du chef de l'État, nous avons aussi à critiquer la CENI. Le temps où le parti au pouvoir se mettait à défendre bec et ongle la CENI, ce temps-là est dévolu. Non. Nous constatons que la CENI, nous voulons. C'est l'école Tshisekedi de Moulumba, UDPS. On respecte les textes. Alors, si vous ne défendez pas la CENI, au moins on voudrait avoir la critique de l'UDPS quant à l'opération normalement des électeurs. Vous diriez que tout s'est bien passé jusque-là. Tout se passe bien jusque-là. Absolument pas. Quelle est la position nous ne sommes pas au ciel. de l'UDPS? Nous ne sommes pas au ciel. Les choses doivent s'améliorer. Okay. Nous sommes très heureux de constater que le chef de l'État, avec le gouvernement, donne les moyens, demandez à la CENI. J'ai chaque fois insisté que le régime fait s'entendre ce que dit. Le chef de l'État est différent des autres en quoi? Il laisse chacun jouer sa partition. Et il laisse la CENI faire son travail. Merci. Donc je voulais dire que c'est une œuvre humaine qui doit se parfaire tous les jours. Mais le plus important, nous devons aller aux élections dans le délai. Nous avons dépassé le temps requis. On va aux élections dans le dernier délai. Tour de table des réactions rapidement. Blanchard Mongomba, pourquoi est-ce que quand il s'agit de la CENI, c'est l'UDPS que vous voyez? Non, mais je crois que le peuple congolais est témoin. Nous avions vu... En quelques secondes, s'il vous plaît. Oui, nous avions vu comment l'IDPS défendait Denis Kadima, ce qui a amené d'ailleurs l'Église catholique et l'Église protestante de quitter la confession, le mouvement des confessions religieuses, je ne sais plus comment ça s'appelle. Donc on a vu comment nos amis de la 10e rue ont marché, ont manifesté pour soutenir justement la candidature de M. Denis Kadima. Donc il y en a comme ça plusieurs éléments, plusieurs preuves qui montrent à suffisance que l'UDPS est derrière M. Kadima parce que il n'est juré que sur sa personne à la tête de la Commission électorale nationale indépendante. Mais il y a quand même deux choses que j'ai entendues de mon co-débatteur. Oui, mon co-débatteur a dit que M. Adolphe Mozito ne peut pas se dédouaner. Je veux bien. Mais mon co-débatteur, heureusement que vous étiez là, vous lui avez rappelé ce que Adolphe Mozito a fait en son temps en dénonçant la pratique des gouvernements parallèles. Mais il n'avait pas démissionné non plus, malheureusement. L'article 91 de la Constitution, alinéa 2, nous dit ceci. Le gouvernement conduit la politique de la nation. La défense, la sécurité et les affaires étrangères sont les domaines de collaboration entre le président de la République et le gouvernement. Mais malheureusement, dans la pratique, on dit ici, dans le texte, que c'est un domaine, ce sont des domaines de collaboration. Ils sont censés collaborer entre le Premier ministre, le gouvernement et le président de la République. Mais dans la pratique, qu'est-ce qui se passe? Puisque d'ailleurs, le gouvernement était un gouvernement de coalition, eh bien, c'est le PPRD qui s'est revendiqué avoir M. Kabila à la tête de la présidence de la République, qui imposait tout dans ces secteurs qui étaient un secteur de collaboration. Merci donc beaucoup. ici, je crois que... un autre élément, il a parlé de l'infiltration. Ça, c'est 30 secondes. Mon co-débatteur, j'ai beaucoup aimé. Et moi, chaque fois, je le dis, dans l'opposition, nous étions ensemble avec nos amis de l'IDPS. Ils étaient les premiers à nous parler de cette infiltration. Mais curieusement, lorsque l'IDPS arrive au pouvoir, on aurait aimé que l'IDPS commence par nous présenter qui sont ces éléments qui ont infiltré l'armée congolaise. Qui sont ces éléments qui ont infiltré nos services de renseignement d'intelligence? C'était de la démagogie à l'époque alors. Mais jusqu'à aujourd'hui, 4 ans après au pouvoir, l'IDPS continue à parler de l'infiltration sans nous montrer
qui sont ces infiltrés. Voilà. Ok, c'est pas ici que c'est ça ce qui est un peu ce qui nous met Monsieur mal à l'aise. Léo Bizibou, excusez-moi de ne pas vous prendre pour le mot de clôture. J'espère qu'on va se retrouver prochainement. Comment ça? Peut-être, oui, c'est les temps, c'est la télévision. On va se retrouver peut-être au prochain numéro, pas le tout prochain, mais dans les numéros qui vont suivre certainement. Merci à vous, madame, messieurs, d'avoir suivi ce tout premier numéro de Version Croisée, le premier numéro de cette saison électorale. On se retrouve au tout prochain.